Mais je pense que plus qu'entrepreneurial, l'esprit qu'on a en commun, c'est on va faire un truc de malade mental, tu vois. Genre, on va faire un truc qui va être trop stylé, qui va être de ouf. On va surtout faire un truc que les autres n'ont pas fait. Moi, en fait, c'est ce qui m'animait dans ce projet, c'est se dire que j'avais commencé quelque chose from scratch. En fait, concrètement, personne ne l'a fait ici. Comment je fais pour le faire? Et aussi, comment je fais pour le faire sur un sujet qui, a priori, n'est pas stylé. Et je vais en styler, en fait. Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour le commencement, plutôt le recommencement du Brand Podcast, puisque c'est le premier épisode de la saison 2. Petit mois de break qui a suivi la première saison du Brand Podcast, qui m'a permis de me ressourcer, de vous retrouver des invités toujours plus sympathiques les uns que les autres. Je rappelle pour toutes les personnes qui ne connaissent pas le Brand Podcast ou qui écoutent le premier épisode aujourd'hui ou qui découvrent tout simplement l'émission, le Brand Podcast est une émission qui a pour but de vous aider, donc marketeurs, CEO, brand manager ou même tout simplement débutants, curieux, à créer des marques fortes, des marques qui soient adaptées au code du digital et qui soient les marques de demain. Aujourd'hui, dans un nouvel épisode du Brand Podcast, on va accueillir Claudette qui va se présenter d'ici quelques minutes. Sans plus tarder, Claudette, c'est à toi. Donc oui, je me présente rapidement. Moi, c'est Claudette Vincent. Je vis à Paris maintenant et je suis la cofondatrice de la marque Fembo. Fembo, c'est une marque née ici à Paris il y a maintenant 4 ans. Que j'ai fondée en 2017 avec ma pote Fanny, et essentiellement ce qu'on a créé c'est une culotte menstruelle, donc un sous-vêtement que les femmes peuvent porter durant leurs règles. Donc ça fait 4 ans maintenant qu'on est sur ce projet et c'est assez cool. Ok, super sympathique. Du coup, tu as déjà rappelé la durée, puisque ça fait 4 ans que vous êtes sur le projet. Je pense qu'on aura pas mal de choses à se dire, puisque de tous les invités que j'ai interviewés sur le podcast, à chaque fois, c'était des invités où ils étaient entre 2 et 3 ans. Donc, je crois que tu es une des plus vieilles sur le projet. C'est ça. Aujourd'hui, du coup, au programme, on va parler pas mal positionnement. J'ai pas mal de questions sur ça. Ensuite, on va parler personal branding. Je le disais dans l'épisode bonus, donc pour tous ceux qui n'ont pas écouté cet épisode, c'est l'épisode où je parlais des changements entre la saison 1 et la saison 2. Il y aura une nouvelle section qui va s'appeler personal branding, voilà, où on va parler un petit peu plus de la vie des invités, de comment est-ce que ils ont pu mettre ça à profit, que ce soit pour eux-mêmes et pour leur business. Donc voilà, on va parler un peu de ça. Et puis ensuite, on va finir avec le Fast and Curious version brand comme d'habitude. Voilou pour le programme. Sans plus tarder, on va commencer avec la première question et on va parler d'avatar, de segmentation, ce genre de trucs. En gros, pour trouver son client type, on va segmenter son audience. Donc assez naturellement, si tu prends un bouquin de marketing classique, tu vas retrouver des critères comme la démographie, donc le genre, l'âge, etc. La géographie, le comportement, l'attitude, donc tout ce qui va se retrouver autour des bénéfices recherchés pour le produit. Et donc ça c'est la base pour toutes les personnes qui découvrent le truc. Mais sinon, on va faire un petit tour sur Google et qu'on tape culotte menstruelle, comme tu le disais tout à l'heure dans l'intro. On va tomber dans l'ordre sur des sites comme Réjeanne, comme Moods. Ensuite, on va tomber aussi sur Vous et d'autres marques aussi. Et les marques que je t'ai citées, elles affichent des prix qui sont très similaires, avec un discours de marque qui est aussi centré avec la qualité, comme ce que vous pourriez faire en fait. Du coup, ça a souligné pas mal de questions quand j'écrivais le truc. Pour toi, c'était quoi les critères les plus importants dans votre réflexion autour du positionnement de la marque et aussi des produits en fait? Ce qui est intéressant, c'est que nous, quand on a commencé, en fait, on était seuls. Personne d'autre en France, en Europe, s'était positionné sur le marché de la culotte menstruelle. Donc, en fait, tout était à construire et à concevoir. Donc, partant du produit, qui lui était complètement non existant. Et ensuite, tout ce qui est venu après, donc ce que tu as décrit, les prix, le target, etc. Et donc, avec Fanny, en fait, on a fait un travail inverse. N'étant pas du tout des élèves du monde du marketing, pas du tout nos backgrounds respectifs. Juste pour la faire courte, moi j'ai fait des études en politique publique et Fanny en sciences économiques. Okay. Donc mieux vous dire qu'on était vraiment hyper mal placés
sur le sujet. Mais par contre, les deux, très très fans, moi, énorme consommatrice de tout ce qui se passe en ligne, les réseaux, du market, de communication, d'art, etc. Mhm. Donc, en tout cas, pour dire que nous, pour créer Fanpo, en fait, plutôt que de partir d'un produit existant, partir de quelque chose qu'on avait sous la main et qu'on se disait, en fait, qui serait prêt à l'acheter, on a fait la chose inverse et en fait, on a questionné les femmes en premier pour bien comprendre en fait c'était quoi les problématiques qu'elles avaient durant leurs règles. Mhm. Ne sachant pas du tout sur quoi ça allait aboutir. Donc pour la faire courte, on a fait un sondage sur les réseaux. Donc encore une fois sur un flashback à 2016-2017, si c'est encore possible de poster, tu vois, sur Facebook, une demande de sondage avec 10 questions assez simples Mhm. qui se résumait à demander en fait vous les femmes comment vous vivez vos règles, est-ce que c'est une galère ou pas, si oui pourquoi, sinon pourquoi, qu'est-ce que vous utilisez, et ensuite un champ qualitatif on va dire où est-ce qu'on leur demandait est-ce que vous avez quelque chose d'autre à nous raconter, une autre information que vous voudriez partager, Mhm. et à la toute fin si vous êtes intéressé lâchez-nous votre mail et on vous donne les résultats du sondage. Et ensuite, on vous dira qu'est-ce qu'on décide de faire par la suite. Mhm. Donc, toute innocente et tout, nous, on commence ça. Et en fait, moi, je m'imaginais recevoir quelques centaines de réponses qui quand même nous permettrait d'avoir un sample assez intéressant. Mhm. Et plutôt qu'une quelques centaines, on est quand même tombé sur plus de 3000 personnes Mhm. qui C'est nous ont impressionnant. répondu dans les premières 48-72 heures. Donc, mieux vaut dire que c'était assez représentatif, en tout cas de la population française, parce qu'on avait quand même touché plusieurs villes, on n'était pas que Paris-centré, on est allé sur plein de groupes, que ce soit des groupes nantais, marseillais, Bordeaux, etc., tous ces endroits-là. Mhm. Et de cette information, on en a déduit qu'en effet, il y avait un problème à résoudre, parce que la plupart des fans disaient, bon, déjà, merci de me poser la question, parce que personne ne m'a posé la question. Et deux, en effet, il y a un réel souci, je suis pas du tout confortable avec ce que j'utilise, le produit que j'ai ne convient pas, et voici toutes les raisons pourquoi ça ne me convient pas. Et comme je t'ai dit, vu qu'il y en a certaines qui nous ont lâché leur mail, nous on a pu déjà leur partager les résultats et ensuite co-créer avec elles ce qui serait la solution que nous on proposait, c'est-à-dire un sous-vêtement qui permettrait aux femmes de ne plus avoir cette galère de se dire je dois me changer toutes les 2 heures, est-ce que je vais avoir une fuite, est-ce que je vais avoir une tache, etc. Et c'est comme ça qu'on a construit notre produit, sachant aussi qu'on a testé avec ces groupes-là, donc on avait vraiment des retours assez concrets, Mhm. parce que tu vois, après le sondage, j'ai créé un petit site hyper rapide, avec Fanny, on a créé des protos un peu DIY et on les a mis en vente, disant que c'était des prototypes, que c'était pas du tout des produits finis et qu'on avait besoin d'elles pour nous faire des retours. Et on a fait ça pendant plusieurs mois. Et en fait, en septembre, on est tombé sur ce qui était vraiment, on va dire, la version aboutie des bons tissus, de la bonne coupe. Et c'est comme ça, finalement, qu'on a créé la culotte menstruelle, parce qu'avant ça, on n'avait pas de réel point de référence, sauf pour quelques marques aux États-Unis et en Australie, qui, elles, par contre, n'étaient pas nécessairement sur le même créneau que nous, elles étaient plus sur quelque chose complémentaire, tu vois. Nous, Mhm. on voulait vraiment t'enfiles le truc et tu te poses plus de questions. Ok. Et donc, tu vois, plutôt que de partir sur une recherche Google, culotte menstruelle, qui fait ça? C'était plutôt, écoute, il n'y a rien, donc il faut qu'on parte de zéro, quoi. Ok. Mais partir de zéro avec la communauté et avec les gens qui sont Mhm. principalement concernés, quoi, tes futurs clients. Ok, Donc, ça je marche. sais pas si ça Mais répond tout à fait à ta question, mais c'est comme ça, en tout cas, qu'on a de toute commencé façon, cette je aventure. vais rebondir sur le truc parce que en fait, t'as abordé pas mal d'éléments qui sont assez importants et c'est pour ça que je vais Mhm, entre guillemets résumer. Si je reprends du coup les critères, de tous les cas, il y a le facteur démographique, c'est que pour les femmes, forcément, mhm, voilà. mhm. Géographique, vous êtes sur, enfin, quand vous avez fait votre première, vos premiers sondages, c'était toute la France ou vous étiez dans une zone Non, particulière, c'était toute la France. toute la Donc, ce France? qu'on a essayé de faire, c'est que moi, en plus, ça faisait pas longtemps que j'étais à Paris, donc je découvrais un peu, et à la fois Paris et aussi la France. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans vraiment plein de groupes différents, style, tu sais, Wanted Paris, Mhm. Wanted Bordeaux,
présidente, etc. Mhm. Et franchement, je me souviens même plus combien de groupes j'ai tapé, mais c'était Ok. vraiment plus de 25, quoi. Tu vois, je me souviens, j'étais sur, tu sais, on était de Cap Ferret, on était de La Creuse, Mhm. vraiment tous les groupes, parce que vu que j'avais un peu ce côté scientifique, tu vois, je viens du monde des politiques publiques, ben, tout l'intérêt, c'est de toucher une population pas homogène, quoi. Certes, on parle à des femmes, mais des femmes de partout en France, pour être sûr qu'on n'était pas sur une problématique géographiquement spécifique. Donc oui, on a vraiment essayé de toucher un maximum de personnes et on a même été vers des différents groupes d'âge aussi. On avait un petit groupe juste par des connaissances, on savait qu'on pouvait contacter des jeunes filles qui étaient, tu vois, fin de l'adolescence, début de la vingtaine. Donc elles aussi, elles ont participé à ce premier sondage, ce premier questionnaire. Ok, ok, ça marche. Et du coup, pour rebondir, parce que là, de ce que tu me soulèves, vous avez un peu, entre guillemets, bricolé votre avatar finalement. C'est-à-dire que vous avez Ah de ouf, directement hein. demandé aux personnes, voilà, qu'est-ce que c'était pour elles, l'expérience client qu'elles attendaient, ce genre de choses. Du coup, vous êtes plus Mm, basé sur des critères, je dirais, plus comportementaux, slash mm, d'attitude, donc autour des bénéfices recherchés. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut absolument. reconnaître un avatar d'une cliente Fempo ou c'est toujours un peu en co-construction avec les clientes et vous n'avez pas vraiment d'idée précise de ce à Euh, quoi peut ressembler les attentes de votre cliente type. Ben, aujourd'hui, tu vois, presque 4 ans plus tard, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de points de données et que cet avatar, comme tu le dis, Mhm. qui dessine beaucoup plus clairement. Il faut le dire aussi, tu vois, c'est plusieurs dizaines de milliers de femmes aujourd'hui qui ont demandé une FEMPO. Donc, ne serait-ce que juste sur la géographie et l'âge, on sait à qui on parle aujourd'hui. Ensuite, on a beaucoup d'échanges également. C'est vraiment quelque chose qui nous suit depuis le tout début et qu'on va garder. C'est qu'on recherche activement à avoir des conversations avec les femmes qui commandent chez nous, celles qui sont intéressées, celles qui nous suivent sur les réseaux. Donc régulièrement, on va les solliciter pour savoir les prochaines collections, ce qu'elles voudraient, les prochains produits, ce qu'elles recherchent. Et comme je t'ai dit, moi au tout début, ce sondage, on ne savait pas exactement ce qu'on allait produire, donc c'était vraiment large autour de la problématique Mhm. des règles, sans nécessairement se fixer que sur le saignement, même si c'était le truc qui revenait le plus souvent. Mhm. Mais j'ai envie de te dire, aujourd'hui, on a d'autres thématiques qui se dessinent, donc autour des douleurs, autour des problèmes de digestion, autour des problèmes de peau, émotionnels. Et ça, c'est des choses qui nous suivent depuis le tout début. Mhm. Donc là où, au début, on a décidé de se concentrer sur quelque chose de simple, simple en guillemets, hein, parce que c'est quand même assez compliqué, qui Mhm. était comment on fait pour porter quelque chose qui fait pas de fuite, est confortable, n'a pas de mauvaise odeur, en tout cas tout ce que les filles savent, Ok. sont leurs plus grosses craintes. Et après, les règles, ça se limite pas que au saignement, il y a vraiment plein d'autres thématiques qu'on veut commencer à aborder dès cette année, Ok. parce que cette cliente type, elle nous en parle depuis maintenant 4 ans. Donc, Mhm. oui. Ok, ok, ça marche. Je vais revenir un peu en arrière par rapport à ce que je t'avais dit avec Réjeanne, Moods, etc. Puisque Mhm, ce qui se dégage pas mal quand on va sur votre site, c'est aussi le discours de marque. Et je pense que ça fait partie pas mal de votre positionnement avec des accroches, des mots qui soient très bold, etc. Et aujourd'hui, mhm, moi, quand je regarde certains de vos concurrents, je vois aussi ça en fait. Je vois que vous avez créé enfin finalement un mouvement avec des marques qui se cachent plus sur ces thématiques-là et qui ont un mhm. discours toujours plus bold, plus osé, avec des emojis, avec des images fortes, etc. Pour toi, c'est quoi le levier le plus important pour mieux communiquer que les autres, entre guillemets, son positionnement au client? Parce que on pourrait se dire que vous criez fort, mais que les autres peuvent aussi essayer de créer aussi fort que vous, quoi.
Ah oui, absolument. Et merci, c'est très gentil déjà de nous mettre un peu sur le leadership, sur ces choses-là, parce que même nous, quand on le faisait, c'était assez naturel pour nous, et c'est vrai que finalement, quand tu regardes un peu en arrière, tu vois que oui, en fait, les choses sont devenues, on a un peu démocratisé à notre manière, avec notre façon de faire, cette façon un peu plus libre de parler des choses. Donc ça, vraiment, franchement, je continue à regarder une certaine fierté. Je suis assez contente pour toutes celles qui maintenant viennent après et qui peuvent pas se poser la question, est-ce que je vais dire règles, menstruation, gna gna, etc. Mhm. Pour revenir à ta question, comment on fait pour continuer à être bold? Ben moi, je pense que ça part d'un point d'authenticité, en fait. Mhm. En fait, ça se sent lorsqu'on dit des choses qu'on vit concrètement, auxquelles on croit individuellement et en tant qu'entreprise, et en fait, qu'on entend la voix de la marque et que c'est pas juste des catchphrases ou des trucs sympas qu'on a récupérés parce que on a vu qu'une telle le faisait, donc nous on va tester aussi. Pour moi, la clé commence par l'authenticité. Et cette authenticité, tu peux la retrouver lorsque, en équipe, on en parle, lorsqu'on prend des décisions, non pas parce que c'est la tendance, mais parce que c'est notre vérité, lorsqu'on connaît notre mission d'entreprise Mhm. et qu'on essaye de la traduire finalement dans notre travail, que ça soit dans les mots, que ça soit dans les images, que ça soit dans les choix esthétiques. Euh, je pense que c'est là que, en fait, celles qui te suivent, celles qui achètent chez toi, se reconnaissent. Mhm. Parce qu'elles se disent, Fempo, c'est pas juste une tendance de mode, c'est pas juste deux meufs du market qui vont genre décortiquer le truc et qui vont redonner la formule parfaite. En fait, Fempo, c'est quoi? C'est un groupe de meufs et de mecs aujourd'hui qui veulent changer de game, qui veulent que les femmes arrêtent de galérer dans le sens large de la chose, Mhm. commençant par les règles, mais vraiment concrètement, nous, c'est ce qui nous anime. Euh, donc, lorsqu'on fait des choix de mannequins, lorsqu'on fait des choix de couleurs, lorsqu'on fait des choix de copywriting, en fait, ça vient d'une mission, ça vient d'un sentiment profond euh, qui est partagé par l'équipe. Et donc, même les fois où est-ce qu'on a eu des ratés, ou peut-être on est allé trop loin dans un délire, ou on a voulu faire un peu comme les autres, donc on est allé peut-être trop lisse. En fait, ça se ressentait et les gens directement nous écrivaient, qu'est-ce qui se passe les meufs, on vous reconnaît plus. Et ça, par contre, c'est trop bien parce qu'en fait, ça démontre que les gens ils disent, mais en fait, c'est pas Fembo ça, qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre, Mhm. je reconnais plus la marque. Et Ok, donc ça veut vraiment dire quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, qu'elle ressent cette authenticité et cette mission qu'on s'est donnée. ok, Donc, ok, ouais, c'est un peu comme ça que je le vis. Après, il y a des réalités terrain en mode qui va mettre le plus gros billet sur tel et tel mot, qui va payer pour l'annonce dans le métro, etc. Et ça, je peux rien y faire. Hein. Mhm. Ça, c'est autre chose. Mais en fait, je crois qu'en étant authentique et réel en équipe et avec notre communauté, il n'y a pas moyen qu'on perde. En tout cas, je crois pas. Ok, ok, bah super intéressant. Je te le souhaite en tout cas. Merci. Bon, bah du coup, continuons à parler positionnement, parce que j'ai encore des questions qui reviennent. On a parlé déjà pas mal Mhm. de positionnement de produits. J'aimerais bien qu'on parle de gamme de produits, parce que c'est aussi un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé sur le podcast. Quand on va sur votre site dans la partie shop, on peut voir qu'il y a Ouais. différentes gammes, flux, modèles, fait des économies, collections, ce genre de trucs. Et du coup, moi, j'aimerais bien savoir. Ça, c'est une question que j'avais voulu poser à Jordan, mais j'ai pas eu le temps dans l'épisode sur Germinal, sur ceux qui ne l'ont pas écouté. Mais est-ce que pour toi, aujourd'hui, tu considères qu'il y a une limite à l'expertise de Fempo vis-à-vis de votre positionnement? Parce qu'on pourrait se dire que Mhm. vous avez pénétré votre marché sur un produit type. Aujourd'hui, vous êtes en train de décliner. Mais est-ce que demain, on pourrait penser que Fempo, un peu à la manière de Flory, avec le premier épisode sur Jolie Culotte, qui ont maintenant rebrand en We Are Jolie pour faire plus que seulement des culottes, on pourrait voir des soutiens-gorge Fempo, ou plus généralement devenir une marque de mode? Ou est-ce que toi, tu penses que, vu votre discours de marque, vos valeurs, votre mission et tout ce que vous représentez,
ça vous limite dans votre expertise, mais ce qui fait aussi qu'aujourd'hui votre force est que vous pouvez être les meilleurs sur votre segment? Très bonne question. Et je vais essayer de la répondre. Donc, comme je t'expliquais, nous, la mission qu'on s'est donnée, c'était vraiment essayer de travailler pour que les femmes arrêtent de galérer. Non pas que sur leur semaine de règles, mais c'est notre porte d'entrée, en fait. On a choisi les règles parce que c'était le sujet du moment pour nous, c'était le sujet de notre sondage, mais globalement, c'est pas là qu'on veut s'arrêter. Et donc, quand je parle de règles, donc je vais revenir vraiment à concrètement ce qu'on fait aujourd'hui. On a choisi la culotte menstruelle parce que c'est ce qui permettait déjà d'avoir cette première étape vers arrêter concrètement d'avoir cette galère. Donc galère de fuite, galère de tâches, etc. Et ensuite, et ça c'est le travail qu'on fait là en ce moment, mais c'était toujours dans la mission qu'on s'était donnée avec Fanny, c'est se dire en fait les règles c'est pas que un saignement, il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres endroits, parce que les femmes concrètement nous ont dit dans ce premier sondage, franchement je suis pas bien quoi. Et ça, comme je t'expliquais, c'est ce qui entoure les douleurs, c'est ce qui entoure les problèmes de peau, c'est ce qui entoure les problèmes d'humeur. Combien de fois tu vas voir, si tu te balades un peu sur Insta et des comptes similaires, des femmes qui disent en fait je pète des câbles systématiquement une semaine avant et ils ont l'impression que ça leur tombe dessus. Or c'est pas du tout, c'est pas entre guillemets normal. Il y a vraiment, il y a un travail à faire, il y a des solutions qui existent justement pour assister dans tout ça. Et donc nous, c'est le travail qu'on veut faire là maintenant. Ensuite, il y a tout un autre aspect, on va dire plus de savoir et d'éducation. Déjà, connaître son corps, connaître comment il fonctionne, quels sont les symptômes à reconnaître, quels sont le travail qui peut être fait, physique, émotionnel, etc. Et ça, aujourd'hui, dans le shop, tu le vois pas en fait. Ce que tu vois, c'est un produit physique. Et donc, moi, je crois que le champ est possible, en tout cas à court, moyen terme, il est assez large et on n'a pas besoin de s'arrêter à que le produit, en fait. Le produit que tu connais aujourd'hui, la culotte menstruelle. Il y a plein d'autres produits qui peuvent exister, il y a plein d'autres accompagnements qu'on pourrait faire qu'on ne fait pas aujourd'hui parce que tu vois, pendant très longtemps, c'était une très très petite équipe. C'était tu vois, 2, ensuite 5 personnes. Donc franchement, au bout d'un moment, tu dois choisir tes combats. On a bien raison. Mais là, c'est vraiment c'est tout le travail qu'on veut faire en 2021-2022. C'est en fait, c'est se dire, ok, sur la culotte, je crois qu'on est plutôt bien rodé. On a une belle équipe produit, une belle équipe de développement. On est bien assises avec nos ateliers, nos matières, on les connaît. Maintenant, les filles, c'est quoi le next step? C'est quoi le prochain level du game, en fait? Et ça, c'est le travail qu'on veut faire. Ensuite, on va dire qu'on arrive à instant T, parce que ce travail-là, encore une fois, je suis capable de dire, ok, là, on est hyper bien rodé sur les douleurs, sur les problèmes émotionnels, sur les problèmes de peau, etc. C'est quoi le prochain level du game? En fait, ça, on va l'apprendre en travaillant avec notre communauté et en disant, écoutez les meufs, c'est quoi les autres espaces sur lesquels vous me dites c'est pas possible, en fait, je peux plus vivre ce truc ou tu vois, je suis une femme active, j'en ai marre d'avoir cette problématique et c'est sur ces terrains-là qu'on va ensuite être amené à travailler. Parce que, comme je t'expliquais, pour moi, c'est vraiment concrètement, s'il fallait résumer en une phrase courte, c'est prendre en main ce qui se passe dans ta vie et arrête de galérer. Et donc, qu'est-ce que FEMPO peut faire pour t'aider dans tout ça? Donc, certes, il y a une expertise produit, on va continuer à affiner, parce qu'encore une fois, comme je disais au début, on ne connaît pas de ce monde-là, mais maintenant, on a une équipe qui est vraiment, qui vient du monde du textile, qui vient du monde de la production. On va avoir d'autres équipes qui vont nous aider sur les autres thématiques, mais à chaque fois, ça va venir des clientes, de la communauté, de la demande, parce que franchement, tu parles à n'importe quelle meuf que tu connais, je pense qu'elle va te faire une liste longue comme le bras de tout ce qui la sous aujourd'hui et sur lequel elle se dit, mais concrètement, j'ai pas de solution. Donc, tu vois, c'est ce sujet-là, en fait, que Femme pouvait aborder. Donc, franchement, moi, je pense que j'en ai encore un petit moment, j'ai quand même du taf à faire.
Ok, ça marche. Ouais. Du coup, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur des gammes de produits. Tout à l'heure, tu m'as parlé Mhm, dans l'intro de comment vous avez développé la culotte menstruelle. Aujourd'hui, vous avez un peu plus, je crois, de 6 ou 7 gammes différentes de produits sur le site. Est-ce que tu pourrais nous mhm. faire un peu la roadmap avec les différentes étapes de comment ça s'orchestre en fait un lancement d'une gamme et non pas seulement d'un produit? Et pour toi, c'est quoi l'erreur à surtout pas faire quand tu veux positionner ta gamme de produits sur un nouveau marché? Ok. Déjà, je vais mettre les choses dans le contexte. Donc là, on est en 2021 Mhm. et jusqu'à l'an dernier, Fempo, c'était trois culottes noires. Ok. Donc, tout ce que tu vois aujourd'hui, ça s'est développé en un an. Donc, j'ai pas tout à fait fait le post-mortem, mais bon, juste pour mettre les choses dans le contexte, tu vois. Donc, Vas-y, vas-y. c'est vrai que là, aujourd'hui, il y a plusieurs gammes, il y a plein de couleurs, il y a des nouvelles matières, mais tout ça, c'est 9-12 derniers mois, quoi. Donc, c'est déjà ça. Donc, notre développement, encore une fois, je reviens dessus et je suis assez modeste, mais c'est vrai, c'est que ce développement, on l'a fait avec la communauté en test and learn. Donc, comme j'expliquais au tout début, ben, les premiers prototypes, on les a fait hyper route DIY, à savoir on a acheté des échantillons de tissus sur des marchés, sur Internet, au salon de la lingerie, parce qu'il y a un salon annuel à Paris auquel on est allé. Mhm. On a pris, tu vois, des culottes H&M, on a grosso modo, ben, je vais pas te dire scotché, mais tu vois, c'était pas très joli. On a mis les matières à l'intérieur sans savoir matière imperméable, absorbante et intérieure. Et concrètement, on s'est baladé avec ça pendant quelques jours durant nos règles. On a fait, ok, est-ce que ça passe ou ça casse ce truc? Une fois qu'on avait trouvé les bonnes matières, on est allé vers, en fait, il y a un site qui s'appelle prof.com ou un truc de genre, je me souviens plus du nom exact, mais Mhm. grosso modo, c'est des professionnels avec des métiers Mhm. qui, soit en échange troc ou pour un montant minime, vont apprendre leur métier, mais vraiment la version lège. Donc, par exemple, tu vas avoir des gens qui font de la menuiserie, du bricolage. Mais nous, à l'occurrence, on a trouvé une couturière. On lui Mhm. a dit, écoute, voici les matières qu'on a trouvées, voici la culotte H&M. Est-ce que tu peux nous en faire une, mais qui n'est pas aussi dégueu? Donc, elle a fait ça. Elle en fait 7. Et c'est les 7 qu'on a vendus en prototype aux femmes qui ont testé. Elles nous font des retours en live, parce qu'encore une fois, tu es sur différents types de flux, différentes morphologies et surtout différents besoins. Mhm. Et donc, elle nous dit, OK, écoutez les filles, la matière à l'intérieur, nickel, ça fait le taf. Par contre, la coupe, pas ouf. Tu vois, le tissu, il y a tel et tel problème, l'élastique, il y a tel et tel problème. Et Mhm. donc, on prend ces retours-là, on fait une V2. V2, on revient vers la couturière, on dit, OK, ben voici les retours. Et ça, on fait ça sur plusieurs cycles, des cycles jeux de mots, mais aussi avec la communauté. Et on a fait ce test-là sur 100 personnes pour aboutir sur un modèle que nous, on a dit, OK, alors voici le modèle qui, pour la majorité des femmes qui ont testé, est le Mhm. bon. Et tu prends ce modèle-là. Maintenant, nous, on est plutôt confiante. Plutôt que d'aller à prof.com, là, on va trouver ce qui s'appelle une modéliste lingerie, qui, elle, est un peu comme l'architecte de la lingerie. Elle te fait un patron conforme, elle te modélise le produit, elle te dit, OK, ben, cette couture-là devrait être montée comme ça, voici tel point de fil. En tout cas, je suis pas couturière, donc je ne veux pas non plus matraquer le travail des autres, mais elle te fait un patron conforme que tu peux ensuite amener à un atelier, et Mhm. l'atelier, lui, te construit le produit que tu as demandé. Ça, Ok. c'est la version facile. Hein. Si tu trouves un atelier, déjà, je te donne pas les galères entre, mais c'est les étapes. Et l'atelier, lui, dans certains cas, pas tous les ateliers, ont eux-mêmes des modélistes en interne qui Mhm. peuvent également faire des ajustements et ben, tu vas faire ça. Et nous, en fait, vu qu'on n'était pas du tout de ce secteur, on a découvert chaque étape et surtout, on s'est donné comme challenge d'apprendre avec les ateliers parce que pour eux, c'était la première fois. Faire un sous-vêtement, c'était relativement simple, mais alors faire un sous-vêtement avec une partie absorbante et étanche, personne ne savait, personne n'avait fait avant. Et donc Fanny, elle s'est donnée comme travail parce que c'est elle, je rigole, mais c'est elle un peu l'ingé de la boîte. Mhm. Et donc Fanny, elle va en atelier et elle travaille côte à côte avec ces femmes-là. Et
elle leur montre finalement. Et à chaque étape, elle teste, elle porte, on voit si ça marche ou pas. Et ensuite, finalement, qu'on a ce que j'appellerais une V1 qui, pour nous, est vendable. C'est ce qu'on met sur le site. Et là, tu croises les doigts et euh, tu envoies et tu demandes aux gens de te faire des retours concrets sur ce qu'ils en pensent. Pendant combien de Est-ce que temps ça les matche pas retours? leurs... Comment? Pendant combien de temps les retours? Ils te les font? Vu la nature du produit, il faut attendre au moins un cycle, donc on Ok. dit minimum un mois. Et souvent, c'est au bout du deuxième ou troisième mois, parce que déjà, c'est une nouvelle habitude que les gens prennent, Mhm. parce que tu vois, t'es quand même formaté pendant X nombre d'années à soit mettre une serviette, soit mettre un tampon, et là, on te demande de changer ton habitude. Donc, pour la plupart des femmes, c'est vraiment, t'es sur 2 ou 3 mois avant qu'elles soient suffisamment à l'aise pour te faire un retour. Après, il y en a d'autres, c'est vraiment des Wonder Woman et elles, dès le premier mois, elles ont capté le truc et ça passe nickel. Mais ouais, donc c'est un peu comme ça qu'on a fait, on va dire, le développement initial. Et parce qu'encore une fois, on était une très petite équipe et qu'il fallait qu'on décide en fait c'est quoi nos priorités. Je rigolais tout à l'heure, mais c'est la vérité. Pendant très longtemps, Fempo, c'était 3 culottes noires sur le site parce que c'était, tu vois, juste une déclinaison du modèle, donc la Mhm. forme. Donc on avait une culotte et un shorty. Et ensuite, le troisième modèle, c'était un shorty très absorbant. Donc en fait, concrètement, on avait changé la composition à l'intérieur pour qu'on absorbe plus pour les femmes qui ont des règles abondantes. Et pendant 3 ans, c'est ce qu'on a fait. Ok. C'est que du noir. Je me souviens plus du nom de cette marque, mais je sais pas si tu la connais, mais il y avait une marque américaine qui vendait que des t-shirts blancs. Mais en fait, moi, je rigolais avec Fanny. Complétait la marque de culotte noire. En fait, meuf, on a Bah, ça fait du chiffre 3 d'affaires, produits donc sur ça veut le dire que site. ça fonctionne, hein. Oui, c'était assez rigolo, mais ça nous permettait aussi, parce qu'en fait, c'est un nouveau produit et pour plusieurs, c'était la première fois. Et donc, déjà, tu vois, on avait des énormes cohortes de nouveaux clients. Euh, on était en rupture de stock constamment. C'est la angoisse pas possible, la rupture de stock. Donc, on n'était pas en mindset de développement produit. Mhm. On était plutôt en mindset de comment on fait pour, tu vois, assurer nos commandes et pas être trop en retard. Mhm. Et une fois qu'on a eu un petit peu plus d'espace de cerveau, ou bande passante en fait, parce que l'espace de cerveau c'est toujours disponible, mais c'est la bande passante pour faire le travail. On s'est mis sur le projet du recrutement et vu qu'on savait que les deux choses sur lesquelles on allait obligatoirement construire cette boîte, c'était sur le produit et notre indépendance financière. Mais en fait, on a commencé par recruter des gens en développement produit et en logistique, parce que Mhm. on reste dans un produit physique, c'est le nerf de la guerre. Et ensuite, on a fait du recrutement plus sur le côté finance, parce que dans le monde du textile, tu avances tout, tu avances tous tes coûts. Donc, Mhm. tu dois savoir où est ton argent et qu'est-ce que tu en fais, parce que sinon, C'est la c'est mort. compliqué. Ouais, c'est la mort. Ok. Ouais, le fameux cash flow. Ok, ok. Bon, bah du coup, on arrive à peu près 30 minutes, donc je te propose de rentrer dans la partie un peu plus personal branding. On va parler un peu plus de toi. Alors, regardant un peu ton Ok. LinkedIn et de toute façon par rapport au call qu'on avait eu avant le podcast, j'ai vu que tu as Ouais. fait une grande partie de tes études au Canada avant Ouais. d'arriver en France, à Concordia pour ceux que ça intéresse. Ouais. J'aimerais bien savoir comment est-ce que la mentalité canadienne slash américaine, parce que c'est vrai que c'est quand même assez similaire, elle a influencé Mhm. tes choix dans le business avec la marque. C'est très intéressant. Mais c'est vrai que, oui, juste pour la faire courte, donc en fait, moi j'ai grandi à Montréal Mhm. et j'ai commencé mes études à Concordia. Ensuite, j'ai vécu à Vancouver, sur la côte ouest, où est-ce que j'ai rencontré Fanny, qui elle est retournée à Paris. Et je suis arrivée en France en 2016. Ok. Et donc moi, en arrivant ici, je faisais des études en politique publique, c'était mon centre d'intérêt, c'est ce sur quoi je voulais continuer. Et en fait, l'entrepreneuriat pour moi, c'était vraiment quelque chose que j'avais vu dans ma famille, dans mes proches, et qui ne m'intéressait pas du tout.
parce que l'entrepreneuriat que eux faisaient, c'était plutôt créer mon propre job, tu vois. C'était pas monter une Mhm. entreprise. Et pour ceux qui vivent avec des gens qui ont créé leur propre emploi, tu sais que ils sont H24 sur le sujet. Il n'y a pas vraiment de congé. C'est des journées extrêmement longues. C'est stressant. Euh, Mhm. Tu dois cotiser ton propre chômage. Donc en fait, pour moi, c'était un no-go, quoi. Moi, j'ai fait, ouais, non, c'est pas possible. Non, 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 non. Tu vois, moi, je veux un truc casé. Tu vois, ici en France, c'est des RTT. Je veux des Avec tickets des vacances, resto, tout ça. normal. C'est ça. Euh, et en fait, Fempo, c'est arrivé un peu, comme je t'ai dit, c'était un projet de recherche. Au début, c'était plus pour mieux comprendre le sujet. Et c'est plutôt les retours qui nous ont obligés à faire ce qu'on fait aujourd'hui. C'était très compliqué pour moi d'avoir 3000 personnes qui me disent c'est une galère et faire ok, cool, merci pour la réponse, mais moi je vais passer à autre chose, tu vois. Mhm. Donc en fait, cette boîte, elle a été montée un peu par cette force. Après, les choix qu'on a faits, je ne sais pas si je les mets nécessairement sur le dos du fait que je viens du Canada, parce qu'en fait, avec Fanny, on a le même esprit Mhm. qui est on ne fait pas les choses à moitié. Et en fait, si on fait un truc, il va être de ouf, quoi. Et Fanny, concrètement, elle a grandi dans la banlieue de Lyon, elle est montée à Paris pour ses études, elle a Mhm. vécu en France quasiment toute sa vie, quoi. Sauf, tu vois, quelques années, comme je t'ai dit, elle a passé au Canada, donc même elle a senti cet esprit, on va dire, entrepreneurial. Mais je pense que plus qu'entrepreneurial, l'esprit qu'on a en commun, c'est on va faire un truc de malade mental, tu vois. Genre, on va faire un truc qui va être trop stylé, qui va être de ouf. On va surtout faire un truc que les autres n'ont pas fait. Moi, en fait, c'est ce qui m'animait dans ce projet, c'est se dire que je vais commencer quelque chose from scratch. En fait, Mhm. concrètement, personne ne l'a fait ici. Comment je fais pour le faire? Et aussi, comment je fais pour le faire sur un sujet qui, a priori, n'est pas stylé. Et je le rends stylé, en fait. Je le rends le sujet du moment. Là, aujourd'hui, tu peux pas taper culotte menstruelle sur Insta sans te faire retargeter par je ne sais combien de personnes. Combien de groupes sont créés aujourd'hui où est-ce que les gens parlent librement. En Mhm. fait, c'est ça qui me fait kiffer, en vrai. Et donc, ça, est-ce que ça vient uniquement de où est-ce que j'ai grandi? Je crois pas, parce que je le partage avec Fanny qui elle a grandi de l'autre côté de l'Atlantique. Je pense que ça vient ben, de quelque chose qu'on a en nous, mais aussi une façon qu'on a été élevé. Parce qu'on a quand même des histoires familiales similaires. Pour la faire courte, tu vois, nos parents viennent d'ailleurs. On a grandi avec une mentalité de si tu fais pas ma fille, personne va le faire pour toi, quoi. Donc, Mhm. t'as intérêt à te bouger les fesses. Ok. Ça, je sais qu'on le partage. Je Bon. sais pas si j'ai répondu à la question, Non, non, mais en c'est gros, c'est parfaitement comme clair. ça. C'est Ouais, parfaitement clair, t'inquiète pas. ouais, En vrai, c'est bien ouais. parce que c'est pour ça aussi que je tenais à ajouter cette partie parce que je pense que c'est important aussi de contextualiser et ça donne un peu plus Mm, de reflet vis-à-vis de aujourd'hui comment est-ce que vous gérez la marque et ouais. d'où viennent tous ces choix, etc. Et je voulais Et continuer aussi. concrètement, moi, Non, ouais, et juste vas-y, pour te dire, je te moi, laisse finir. concrètement, c'est ma seule boîte, en fait. Mhm. Je n'ai pas monté d'autres projets. Et c'est peut-être c'est un hasard, mais je crois très peu au hasard. Mhm. Tu vois, cette première boîte, je l'ai montée en France. Donc il y a forcément quelque chose dans cette ville, dans ce pays, qui m'a donné, je sais pas moi, la capacité, l'espace pour se dire, ouais, c'est possible, go. Tu vois, il y a ça et aussi le fait que ouais, je m'ennuyais, j'avais rien d'autre à faire et je me ouais, why not, on va voir. Mais bon. Pôle emploi, premier vici de France, hein, on le rappellera. Par contre, pas de Pôle emploi parce que j'étais étudiante. Donc, Ah, tu vois. ok. Ah non, moi, oh là là, j'aurais espéré, mais non, c'était une galère all the way. Hein. Étudiante, pas boursière. Franchement, c'était compliqué. Hein, Ok, bah du coup, petite dernière question sur la partie personal branding, ensuite on va finir par le Fast and Curious. honnêtement. T'es arrivé en France aussi pour faire n'importe quelle école, pour faire Sciences Po. Et Sciences Po Paris, c'est une vieille marque, on le sait, Mhm, bientôt 150 ans. Et ça veut dire mhm, forcément que ça fait partie de ce genre d'école qu'on pourrait mettre dans la catégorie, entre guillemets, des écoles de la nation. Je pense à des X, des Mines Paris, des Sciences Po, des HEC, ce genre de choses. Est-ce que mhm. sur ton CV, avoir une marque forte comme ça t'aide
au moment de la création ou même des opérations de Fempo? Enfin, est-ce qu'à un moment dans tout ce cheminement, particulièrement, ça fait la différence ou t'aurais pu très bien quitter Concordia pour faire n'importe quelle, je sais pas, fac d'un coin perdu en France et ça aurait fait aucune différence sur la manière dont vous approchez Fempo aujourd'hui? Hmm, très bonne question. Euh, bon, après, comme je te dis, je n'ai pas de point de comparaison, donc c'est un peu compliqué. Mhm, Mais je crois que oui, en effet, euh, le fait que j'étais à Sciences Po, déjà concrètement, ça m'a donné un accès à l'incubateur de Sciences Po, mhm, aujourd'hui appelé le Centre de l'entrepreneuriat, où j'ai eu accès à déjà des bureaux, donc ça nous a beaucoup aidé. Ensuite, un accompagnement via le directeur du centre qui a beaucoup cru en nous. mhm, Je pense qu'il a vu quelque chose que moi je voyais pas nécessairement, mais il a vraiment compris que avec Fanny on avait quelque chose d'assez spécial et donc il nous a beaucoup mentoré, beaucoup aidé. Et donc cette école nous a donné des points d'infrastructure, des accès à de l'humain que oui aurait été assez compliqué si j'étais ailleurs. mhm, Et aussi, oui, c'est une école qui donne la chance à ceux qui veulent entreprendre de le faire. Et mhm, je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres écoles. Moi, j'ai pas fait HEC, je connais pas EM Lyon, je connais aucune autre école en France, en vrai. Donc, à ceux qui l'ont fait de me le dire, mais je crois que oui, avoir un accès à la fois à une infrastructure et à des ressources humaines euh, qui croient en l'entrepreneuriat, ça change beaucoup. J'ai aussi fait d'autres, tu vois, au tout début quand j'avais encore le temps, tu vois, les petits after work entrepreneuriaux, où est-ce que tu voyais des gens qui étaient dans la même galère que toi et ça aussi, ça aide beaucoup parce que tu te dis, ben ouais, je suis pas la seule folle dans la pièce, tu vois, genre, il y en mhm, a d'autres aussi qui sont tout aussi fous que moi. Et donc, ces espaces qui favorisent un échange avec des gens qui vivent la même chose, je mhm. pense que ça en est beaucoup pour nous. Euh, Maintenant, je le fais moins, mais bon, Covid oblige, mais c'est vrai que juste échanger, que ça soit dans le cadre de Sciences Po ou dans le cadre d'un Prestation F, par exemple, je pense que c'est un espace aussi qui permet un ping-pong intellectuel entre gens qui veulent entreprendre. Ok. Et je crois que la marque Station F, comme la marque Sciences Po, ça représente quelque chose aussi auprès des yeux des autres. Euh, Moi, ça m'est égal, mais je sais que pour certains, ils ont besoin de, ben, t'as fait quoi, t'es allé où, et tu vois, concrètement, Concordia, personne connaît, tu vois. Genre, Mhm. j'aurais dit que j'étais allée à McGill, ben ouais, c'est une marque forte, ça aussi, et les gens disent, ah, McGill, oh, je connais. Donc, c'est les autres qui ont besoin de ça. Moi, ouais, je sais pas à quel point ça a vraiment changé les choses. Je Ok. pense plus qu'autre chose, c'est avec qui tu bosses, en fait. C'est ça Ok, qui ok, est un ça peu la marche. clé de ta réussite. Ça marche. Bon, on va clôturer. Il nous reste 3 grosses minutes avec le Fast and Curious Mm. version brand. Voilà, 3 propositions. T'as le choix entre deux. Tu choisis le plus rapidement possible. Est-ce que t'es chaud? Ok, vas-y. Ok. Pour l'identité visuelle de Fempo, t'es plutôt la typo ou le petit cercle avec la couronne? Cercle avec la couronne. Ok. Pour donner confiance dans Fempo, t'es plutôt vidéo YouTube ou post Instagram? Vidéo YouTube. Vidéo YouTube. Pour la communauté, t'es plutôt guerrière ou warrior? Bah, c'est la même chose, non? Bah oui, bah Pourquoi vous les avez pas appelés guerrières alors? Ah, non, mais là, c'est mon petit côté franglais, quoi. C'est warrior dans le dos, quoi. Ok. Bon bah du coup pour Ouais. finir, c'est à toi Claudette. Quelle est ta question pour moi? Bah moi, je serais vraiment très intéressée de savoir pour toi, c'est quoi la start-up ou l'entreprise en ce moment qui est en train de tuer le game? Genre, de façon générale, pas que de De brand. façon générale, voilà. En fait la start-up qui pour moi a fait beaucoup parler, etc. Et j'ai eu la chance de faire passer sur le podcast aujourd'hui, c'est Lemlist. En Mmh. fait, moi, je m'attendais parce que pour tous ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu le coup de com avec les 30 millions refusés, etc., etc. Et cetera. Et en fait, je Ouais. m'attendais que suite à ce coup de com, parce que j'ai vu beaucoup de gens critiquer le truc,
qu'ils aient un churn de fou, enfin pas mal de boîtes qui limite se désolidarisent du truc, etc., et tout. Et en fait, pas du tout. Enfin, ils ont eu un peu de churn, mais c'était par rapport à un acteur américain de politique, donc ça n'a rien à voir. Et même, ils ont même fait de la croissance, en fait, suite à ça. Guillaume a fait le webinaire encore, avec son cours, qui a bien marché. Enfin, il continue à trouver des leviers de croissance, etc. Donc pour moi, c'est super fort, parce que je me dis, enfin, on fait un coup de com', il est critiqué, on peut se dire que ça va faire un effet boule de neige, et en fait c'est encore pire parce que les gens continuent à faire encore plus de croissance, ils veulent ouvrir les US, enfin, c'est monstrueux. Enfin, en termes surtout pour parler toujours du podcast, c'est aussi pour ça que j'ai tenu à l'avoir sur le podcast, en termes de personal branding, c'est aussi fort parce que aujourd'hui, moi je trouve qu'on manque de Steve Jobs à la française, de Zuckerberg à la française, de ce genre d'entrepreneurs qui disent les termes, comme on dit on dit chez moi, qui disent les termes. Et j'aime beaucoup le côté, ce que tu disais, l'authenticité, la transparence de Guillaume et de toute son équipe, c'est remarquable. Et ça manque de tout ça. Je voyais beaucoup de commentaires de personnes qui disaient oui, mais il aurait pas dû communiquer sur ça, mais pourquoi? Enfin, je veux dire, il a signé, il a le droit de communiquer, c'est une clause dans le contrat, s'il a envie de le dire, il le dit en fait. Donc, du coup, voilà. Pour moi, je suis assez inspiré, et puis surtout, je suis assez curieux de voir comment ils vont réussir ou pas d'ailleurs, à ouvrir ou pas les US, parce que c'est un marché qui est compétitif, on le sait. Donc voilà. Bon, bah du coup, pour toutes les personnes qui nous écoutent toujours après un peu plus de 45 minutes d'épisode, épisode plus long que d'habitude, mais voilà, c'est la deuxième saison du Brand Podcast, on va faire des épisodes de 45 minutes maintenant. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous la regardez sur YouTube, je le répète, les podcasts sont toujours disponibles gratuitement sur YouTube, et à nous mettre 5 étoiles si vous nous écoutez depuis Apple Podcast, ce genre de choses, mettre des commentaires, ça aide toujours à faire remonter le podcast dans la catégorie marketing. En tout cas, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi, Claudette. J'espère que les personnes qui nous ont écoutés ont pu trouver un petit peu de qualité, de valeur dans tout ce qu'on a pu vous raconter depuis tout ce temps. Et puis moi, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, lundi 8h pour un nouvel épisode.